Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la grande interview sur PRC TV. Mon invité du jour est le sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et professeur d'université, M. Laurent Charles Boyomo Assala. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour, Monsieur Patrice. Merci d'avoir accepté l'invitation de PRC TV. C'est moi qui suis honoré de venir en ces hauts lieux de la communication et de la direction du pays. Alors, professeur, en votre qualité d'observateur averti de la société camerounaise, quelle appréciation vous inspire l'ambiance préélectorale qui prévaut au Cameroun? Écoutez, je pense qu'on doit pouvoir considérer que l'objectif d'ouverture démocratique qui était inscrite au cœur même de la politique du président de la République et bien entendu au sein même, si vous voulez, du discours du RDPC, c'est-à-dire les documents qui rendent compte de la politique même du RDPC, ces objectifs sont atteints. À partir du moment où il y a une ouverture, qu'il y a des sensibilités qui peuvent s'exprimer, et qu'il n'y a pas de personnes qui soient exclues de la scène publique ou de l'expression publique, je crois que c'est un objectif qui est atteint. Maintenant, évidemment, on peut déplorer les revers d'une telle situation, oui. Mais ça participe également de cela. Il est clair que l'une des complexités de la démocratie, c'est qu'elle a pour objectif de protéger ceux-là même qui sont contre elle. Vous voyez un peu la complexité de la chose. Tout à fait. Évidemment, à partir de ce moment-là, on ne doit pas déplorer que cela aille un peu parfois dans tous les sens. Oui. Et la conjoncture actuelle questionne précisément le sens dans lequel tout cela va. Professeur, la deuxième session ordinaire de l'année législative 2025 s'est achevée en juillet dernier sur l'appel des deux présidents de chambre du Parlement à la paix et à l'unité nationale. Est-ce à dire que ces deux valeurs sont ou seraient menacées au Cameroun? Oui et non. Je dois dire que d'un certain point de vue, il y a une menace globale, mais elle touche différemment la paix et l'unité nationale. Oui. Pour diverses raisons. La première, c'est que la paix est une valeur universelle. C'est une référence qui est centrale, qui dépasse le cadre des enjeux politiques et sociaux. Parce qu'évidemment, sans la paix, rien d'autre n'est possible. Et lorsque la paix est menacée, on peut considérer que toutes les autres activités sont mises entre parenthèses. Et la paix concerne tout le monde. L'unité nationale relève de ce qu'on peut appeler la praxéologie. C'est-à-dire, finalement, c'est la pratique du politique. C'est un objectif que peut se donner un parti politique, un leader politique, un régime politique, oui, qui n'est pas à mettre au même niveau de valeur que la paix, mais les deux sont interreliés. Parce qu'évidemment, sans la paix, l'unité nationale n'est pas possible. Lorsqu'il y a, par exemple, des séparatismes qui s'énoncent de manière violente, cela peut avoir, n'est-ce pas, un effet sur la paix. Et dans le réseau sémantique vulgaire, c'est-à-dire les mots que l'on utilise couramment, on a tendance, par exemple, à considérer que une guerre civile participe à la fois de la désagrégation de l'unité nationale et de la paix. Vous voyez un peu. Donc, les deux sont interreliés. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tous les Camerounais devraient être des mendiants de la paix, si je puis employer cette rhétorique présidentielle? Ah oui, absolument. Parce qu'on peut ne pas être politiquement, se donner pour objectif l'unité nationale. Parce que l'unité nationale peut poser un certain nombre de problèmes à un certain niveau. C'est-à-dire, l'unité nationale assume
que les diversités ne peuvent se penser qu'à l'intérieur de son cadre de référence. Or, politiquement, l'unité nationale peut être un obstacle à l'émergence de la diversité. Et donc, quand le président de la République place la paix à ce niveau de la hiérarchie des valeurs, il faut bien comprendre l'écho auquel cela renvoie. Mais, professeur, le mot mendiant, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça renvoie? Parce que dans le langage populaire, les gens ont repris cette expression du président. Est-ce que vous pouvez nous dire en profondeur pourquoi est-ce qu'il avait parlé de mendicité ou de mendiant de la paix? Écoutez, pour diverses raisons. Je pense pouvoir dire que il y a une expression qui est souvent utilisée de manière plus ou moins vulgaire pour dire qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, nous sommes là dans une situation où finalement la paix devient, ou la guerre devient l'antonyme de la paix. Oui. C'est-à-dire, c'est la même pièce. Donc, vous avez le recto et le verso. Oui. Et c'est ça qui rend la paix extrêmement complexe. Parce que elle va presque de pair avec la guerre. Avec la guerre. Oui, elle va presque de pair avec la guerre. Au point que vous ne pouvez pas dire que vous vous battez pour la paix. C'est une incongruité qui peut même ressembler à une sorte d'oxymore. Oui. On ne se bat pas pour la paix parce que vous mettez en place des dispositifs de guerre pour atteindre la paix. Vous n'êtes pas en paix. Oui. Et donc, la seule attitude recevable, c'est de se situer dans une posture de mendicité, de main tendue, pour dire, écoutez, moi je ne prépare pas la paix, je ne passe pas par la guerre pour atteindre la paix. Je vous propose tous un engagement citoyen pour que nous arrivions à la paix. Ça veut dire que la paix ici est à rechercher dans l'âme. Oui. Et non évidemment dans les interactions humaines et sociales. L'une des choses, professeur, qui menace ou qui pourrait menacer la paix dans notre pays, ce sont les discours de haine. Vous avez pu observer qu'en 2017 et 2018, les discours de haine ont atteint des proportions incroyables dans notre pays. Et nous sommes en 2025 et on parle encore de discours de haine. Est-ce à dire que les élections présidentielles et les discours de haine sont consubstantiels? Alors, évidemment, une analyse, j'allais dire, historiologique peut effectivement renvoyer à cela. Bon, mais à ceci près qu'il ne faut pas confondre le fait qu'il y ait une concomitance entre deux phénomènes, oui, comme des conséquences, des causes, des liens de causalité. D'accord. Il peut se passer des choses qui s'opèrent en même temps, au même moment, oui, sans que ces choses-là aient des liens directs de causalité. D'accord. Je pense qu'il s'agit de cela. Si on se réfère par exemple au discours du président de la République, il en a tenu plusieurs, oui, sur précisément ce problème, oui, que vous évoquez. Oui. Sauf que, bien entendu, on ne peut pas spontanément considérer que l'un est la conséquence de l'autre. De l'autre. La conjoncture politique électorale est une conjoncture très particulière. Elle a été théorisée. Ce n'est pas le lieu, n'est-ce pas, d'évoquer les théoriciens de la science politique, oui, qui ont étudié ce genre de conjoncture. Mais j'évoquerai la conjoncture fluide. C'est une conjoncture très spécifique au cours de laquelle il y a une condensation d'intérêts, une oui, polarisation d'activités et, bien entendu, un risque que la haine et le discours de haine naissent précisément de cette polarisation politique, sans que nécessairement cela s'inscrive dans la durée. Ça veut dire, moi je considère que
ce sont des périodes de prurie sociale. Oui. Vous savez, le prurit, c'est une maladie de la peau qui apparaît, ça, qui est liée à l'hygiène. Oui. Ici, l'hygiène sociale crée, n'est-ce pas, ce type de prurie dont la profondeur sociologique et la durée historique peut être questionnée. 2 raisons à cela. La première, c'est que, au fond, les individus vivent leur vie en dehors des cycles électoraux. Oui. Les cycles électoraux sont des moments précis de la vie sociale. Même si ils rythment la vie politique, la vie sociale, elle est plus longue. Et donc, les gens peuvent s'engueuler, se mettre à cran, s'agresser publiquement sur des questions électorales ou électoralistes très précises, donc dans cette période, sans que cela donne nécessairement lieu, n'est-ce pas, à des racines profondes de la société, à une explication profonde de ce qu'ils sont. Nous sommes d'accord? D'accord. À partir de ce moment-là, on peut considérer que, certes, le discours de haine est à combattre, mais le discours de haine électoral n'est pas vraiment le problème en tant que tel. C'est pour cela que même juridiquement, il y a des aménagements institutionnels, juridiques, qui encerclent en quelque sorte, encadrent la liberté d'expression. Elle n'est plus totale, n'est-ce pas, pendant la campagne électorale, mais la frontière des risques est repoussée, en ce sens que les insultes que l'on s'adresse pendant la campagne électorale sont en quelque sorte exonérées de poursuites judiciaires. Parce que le législateur considère que ces périodes-là sont propices. C'est des périodes à risque. Donc il ne faut pas s'y adosser. Moi, j'analyserais le discours de haine en dehors des périodes électorales. Ok. Vous voyez? Oui. C'est en ce moment-là qu'on peut faire une analyse pacifiée de ça et faire des propositions qui sont probantes et socialement significatives. Mais tant qu'on part, n'est-ce pas, de la période électorale pour justifier en quelque sorte des démarches de la nature de celles qui veulent qu'on lutte contre le discours de haine, à partir de ce moment-là, on n'est pas tout à fait en train d'adresser la question même de ce que c'est que le discours de haine. Maintenant, voulez-vous que je vous parle du discours de haine? Je considère que sur le plan de l'action sociale, effectivement, le discours de haine, c'est quelque chose qu'il faut combattre avec férocité. Et pour ça, j'aimerais bien que vous nous parliez des acteurs, parce que les discours de haine sont parfois des constructions d'acteurs sociaux. Dans le cas du Cameroun, en 2018 et 2025, il y a des personnes qui parfois brillent par la création de mots, de particularismes linguistiques, qui sont repris par les citoyens qui suivent ces influenceurs-là, ces leaders d'opinion, comme le dit la communication à double étage. Et puis, l'espace socio-numérique et l'espace social sont pollués par des expressions qui sont parfois stigmatisantes. Alors, c'était le deuxième moment de mon propos. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais 2 choses à dire par rapport à cela. Okay. Alors, le deuxième moment indique dans mon propos qu'au fond, nous nous trompons d'objectifs, ou si vous voulez, d'imputation de responsabilité, lorsque nous considérons le discours de haine comme l'objet, si vous voulez, ou le sujet de droit, pour ainsi dire. C'est-à-dire la chose par laquelle le malheur arrive. Oui. Ce n'est pas le discours, c'est la haine. D'accord. Comprenez bien? Oui. Mon point de vue à ce propos est d'indiquer que si on prend le discours de haine comme l'objet, considérons cela, puisque c'est un attelage qui nous est d'ailleurs venu, n'est-ce pas,
des systèmes internationaux. Oui. On dit discours de haine, c'est un attelage. Quand vous commencez à le découper, vous n'êtes plus tout à fait dans le régime qui a été construit autour de cela. Parce qu'évidemment, lorsqu'on crée un objet comme celui-là, il y a évidemment des porteurs de sens de cet objet et des aménagements institutionnels et juridiques pour pouvoir adresser ce sens-là. Donc, mais nous pouvons, nous, ici, nous donner la liberté si vous voulez, désaxer le discours de haine et de découper cela en deux tranches. Dans le discours de haine, vous avez le discours et vous avez la haine. Oui. Le discours est porté sur la scène publique. Soit il participe de la publicité qui est donnée, n'est-ce pas, à la définition que vous venez d'ailleurs de dire convient tout à fait parfaitement. C'est-à-dire que c'est un ensemble de discours qui portent une stigmatisation en visant tout à fait ce qui peut apparaître comme déclassificatoire dans l'ordre, n'est-ce pas, de la vie ordinaire. Tout à fait. Par exemple, la couleur de la peau, les handicaps, qu'ils soient physiques ou mentaux, la tribu peut être donc affectée d'une charge de haine. Et à partir de ce moment-là, la tribu devient un objet de haine. Tout cela, ça se passe dans l'espace public. Oui. À partir de ce moment-là, ce qu'on peut adresser à ce niveau-là, c'est quels sont les porteurs de ce discours. Quels sont les supports? Par porteur, j'entends support. C'est les supports de discours de haine qu'il faudrait réprimer et non ceux qui expriment cette haine. Okay. Vous comprenez? Ça veut dire que si vous voulez, comment dirais-je, sanctionner, réprimer les gens qui portent la haine en eux, ce n'est pas à travers ce qu'ils disent que vous allez les sanctionner. Vous les sanctionnez eux. Mais si vous voulez sanctionner ce qu'ils disent, il y a une différence entre sanctionner ce qui porte la haine et sanctionner ceux qui disent la haine. Si vous voulez sanctionner ceux qui disent la haine, c'est-à-dire le discours de haine au sens strict, c'est les supports du discours. Les supports du discours aujourd'hui, c'est quoi? C'est les médias. C'est les médias qu'il faut sanctionner. Ce n'est pas les gens qui disent des choses dans les médias, c'est les médias qu'il faut sanctionner. Et là, on doit le faire sans avoir d'état d'âme. Les réseaux sociaux peuvent être contrôlés, contrairement à ce que l'on dit. Les réseaux sociaux peuvent être contrôlés. Ce sont des gens qui mettent en place les réseaux sociaux. Il y a un régime qui peut contrôler les réseaux sociaux. On peut réprimer dans les réseaux sociaux. Vous voulez dire quelque chose? Ok. Si c'est un média qui se donne la liberté de diffuser, de porter donc votre discours, nous sanctionnons le média. On le suspend ou bien on le supprime. Purement et simplement. Sans état d'âme. On va donc assainir, oxygéniser l'espace public. Par contre, si vous mettez à poursuivre ceux qui expriment les discours de haine, quelque part on va vous dire, mais vous êtes contre la démocratie. La démocratie a pour principe précisément de donner lieu, n'est-ce pas, à cette pluralité d'expressions. Et dans cette pluralité des expressions, quelle est la place des expressions extrêmes? Il faudrait encore s'asseoir pour définir ce que c'est que les expressions extrêmes. Par exemple, ce serait très compliqué. On peut se retrouver dans une situation où, rien que pour des raisons de conversation, je veux dire, amicales, on s'envoie, on se traite, n'est-ce pas, de tous les noms d'oiseaux. Pris dans ce sens-là, ça va apparaître comme un discours de haine. Mais quand on le remet dans son contexte, on va se rendre compte que ce n'est même pas un discours de haine. Et les Camerounais ont souvent vécu comme ça. Nous savons très bien
les stéréotypes sociaux sur la base desquels nous vivons. Nous savons que les étones ont quelques minutes de folie, ils mangent du savon. Nous savons que les Bafias ont peur de la tortue. Alors, nous avons des stéréotypes de cette nature qui participent de la sociabilité, de la socialité camerounaise. Ne les mélangeons pas avec les contextes politiques dans le cadre desquels toutes les haines s'expriment. Ok, pour ça. Dans l'une de ses sorties sur la toile, le chef de l'État, Paul Biya, dit ceci: les réseaux sociaux vous offrent un champ d'expression de prédilection. Il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensé des obligations civiques et morales telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Est-ce que, mais je pense que nous sommes en train d'en parler, est-ce que les réseaux sociaux pourraient être considérés comme le cancer ou un des cancers de notre société ultra connectée? Alors, je suis très attentif à la référence que vous mobilisez avant de poser votre question. Parce que je pourrais répondre à votre question sans avoir en esprit cette référence au président de la République, au chef de l'État. Parce que si on prend la référence au chef de l'État, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la paix et l'unité nationale, qui sont des valeurs centrales portées par le chef de l'État. À partir de ce moment-là, évidemment, ce que vous dites rentre dans ce qu'il dit. Les deux moments, l'appel à la paix, oui, l'appel à l'unité nationale, mais dans un cadre de mendicité. C'est ce qu'il dit. Oui. Si l'on prend de cette manière-là. Mais on peut évidemment mettre cette pensée du chef de l'État juste à côté, n'est-ce pas, sans qu'elle soit impliquée dans la question que vous posez. À partir de ce moment-là, on peut estimer que, au fond, les réseaux sociaux sont des outils. Tout outil correspond à un usage. Les usages donnent lieu à des appropriations et les appropriations arrivent à la socialisation. On peut difficilement avoir des raccourcis par rapport à ce rapport aux outils. Et c'est ce que la sociologie des objets, la sociologie des techniques, l'histoire des techniques nous renseigne de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'une technique, pour qu'elle rentre dans la société, une innovation, quelle qu'elle soit, pour qu'elle soit adoptée par la société, elle est obligée de passer par toutes ces étapes-là. Donc, quand on arrive au niveau de l'usage, ça veut dire qu'on observe ce que les gens font des réseaux sociaux. Bon, on constate qu'il y a des gens, effectivement, des influenceurs qui racontent un peu n'importe quoi, etc. Il y a des tas de problèmes. On doit donc arriver aux appropriations, ça veut dire chacun, et on en est là, puisque les influenceurs se sont appropriés, n'est-ce pas, les outils pour pouvoir faire de l'influence, oui, n'est-ce pas? Mais la socialisation suppose qu'à un moment donné, on n'attache plus d'importance à ce que l'outil nous fait faire. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la question des réseaux sociaux est abordée, n'est-ce pas, du point de vue des fake news, de la haine qu'elle apporte et tout ça, alors que nous savons tous que les réseaux sociaux sont également extrêmement bénéfiques. Nous le savons. Ne peignons pas le diable, n'est-ce pas, sur nos murs, sur nos portes. On ne peut pas dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont foncièrement mauvais. Parce que d'ailleurs, on va rentrer dans une confusion où on ne va pas considérer qu'un entretien comme celui-ci qui peut être diffusé sur les réseaux sociaux est à mettre au même niveau que n'importe quel influenceur, n'est-ce pas, qui vient se mettre à nu devant les téléspectateurs et qui escompte un nombre de vues. Vous voyez très bien à quoi ça renvoie. Oui. Donc la société du vu n'est pas inscrite dans le marbre des réseaux sociaux. On peut très bien sortir de ce qui est vu
pour l'analyser et voir comment transformer le vu positif, négatif en vu positif. Est-ce que vous me suivez? Oui, professeur. Très bien. Donc, à ce niveau, moi, je considère que l'appel du chef de l'État est un appel à faire attention. Mettez les garde-fous qu'il faut en vous par rapport à ce que les réseaux sociaux vous apportent comme bienfait. Voilà comment j'analyserais ça. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, nous allons prendre la première transition de cette émission. La grande interview revient. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC TV, je reçois aujourd'hui le sénateur RDPC et professeur d'université, M. Laurent Charles Boyomo Assala. Professeur, nous allons prendre Abdul Kadir Ngoura qui nous attend depuis le studio 2. Abdul Kadir Ngoura, bonjour. Merci, bonjour Alain. Patrick Fouda, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver une fois de plus. Dans le cadre de cet exercice, on ne peut plus habituel, depuis le studio 2 de PRC TV. Professeur, bonjour. Merci également de nous accorder quelques minutes pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, M. Abdul Kadir. Laurent Charles Boyomo, c'est un nom qui a fait écho au sein des amphithéâtres dans les campus universitaires. Mais depuis mars 2023, vous faites partie de la 3e législature des 70 sénateurs élus. Dites-nous, professeur, comment vous vous sentez dans ce nouvel environnement? Alors, la question est embarrassante. Elle est embarrassante parce que, à titre personnel, je m'expose très peu. Je ne peux pas vraiment parler de moi. J'estime que ma modeste personne a besoin de sérénité en dehors des lumières, n'est-ce pas, du public et des médias. Et donc, naturellement, j'ai eu un rapport à cette élection et si vous voulez, à mon accession à ce niveau-là de l'exercice de l'activité de l'action publique. J'ai un sentiment personnel que je n'oserais pas vraiment exprimer ici, mais je dois payer, n'est-ce pas, tribut à tous les dispositifs à la fois institutionnels, politiques et administratifs qui m'y ont conduit. Je n'avais pas envisagé cette bifurcation importante dans ma vie. Le sort a voulu que le RDPC choisisse ma modeste personne. Et donc, évidemment, je m'y suis engagé. Donc, le sentiment que j'éprouve par rapport à cela est un sentiment de reconnaissance et de gratitude. Gratitude d'abord au chef de l'État, de la République. Voilà. Le RDPC est son parti. Je suis sénateur élu du RDPC, donc je lui dois cette reconnaissance éternelle. Gratitude vis-à-vis du RDPC, donc, dans un mandat où je remplaçais quelqu'un qui avait une carrière politique plus importante et plus marquante que la mienne. Maintenant, dans l'action publique, je suis engagé, effectivement, ça, à accompagner les procédures et les processus, n'est-ce pas, d'élaboration des normes juridiques qui gouvernent notre État dans sa marche vers la modernité, d'une part, mais surtout dans la prise en compte de plus en plus significative des collectivités territoriales décentralisées et de nos populations qui y sont représentées dans cette assomption de la démocratie à laquelle le chef de l'État s'est engagé. Vous comprenez que à la fois j'ai de la fierté par rapport à cela, à la fois j'ai de la réserve, parce que d'abord par mon caractère et ensuite par le fait que c'est un autre monde qui m'a été ouvert et j'essaie autant que possible de m'y adapter
avec évidemment tous les risques que cela peut comporter. Mais professeur, vous semblez avancer avec beaucoup de prudence dans l'arène politique, les rivalités, les combats politiques dans votre fièvre. Vous vous en sortez plutôt bien, j'imagine. Concrètement, quel discours tenir aux citoyens dans un contexte aussi particulier comme le nôtre? Le discours politique, bien entendu. Alors, le discours politique, je pense que je n'innoverai pas. Je n'innoverai pas. Si nous considérons que les autorités politiques actuelles ont pu marquer l'histoire par leur présence continue pendant 40 années, ça signifie qu'il y a une très grande maturité dans la connaissance du monde politique, à la fois interne et international, à laquelle je ne dois que me conformer. Il y a une maturité. J'apporte ma petite pierre tout à fait modeste à une maturité politique qui s'est élaborée depuis une quarantaine d'années autour d'un chef. Que voulez-vous que moi je prétende apporter? J'essaye simplement, dans l'ordre de mes possibilités intellectuelles et matérielles, et dans le cadre des ouvertures que m'offrent les institutions républicaines, d'apporter ma modeste contribution. Je n'ai pas la prétention de marquer l'histoire. Je n'ai pas, la dimension héraldique que l'on peut se donner dans ce genre de posture. J'essaye de travailler. Je voudrais d'ailleurs signaler que l'organisation du Sénat ne m'a pas soustrait définitivement aux activités intellectuelles qui ont marqué ma vie juste pendant plus de 40 ans. Et donc je continue d'apporter là aussi, dans les universités camerounaises, ce que je peux leur apporter. Voilà. Tant mieux, professeur, mais on observe quand même une prolifération des discours de haine en cette période, surtout sur les réseaux sociaux, très souvent à forte connotation de xénophobie. Quel est le sens que vous donnez, vous, en tant qu'expert en la matière, à ces dérives que nous observons dans la société camerounaise? C'est un signe d'un malaise d'une société camerounaise aujourd'hui en dérive? Alors, j'ai peur de devoir me répéter parce que c'est une question à laquelle il me semble avoir répondu. J'ai clairement indiqué que nous nous trompons souvent d'objectifs d'adversaires lorsque nous parlons du discours de haine. Notre excuse, c'est que ce sont des mots et des attributions, des imputations qui nous viennent du système international, oui, des organisations internationales, et que par conséquent, nous recevons cela comme un héritage et nous essayons autant que possible de nous y adapter par rapport à tout ce qui a été déjà mis en œuvre pour pouvoir adresser cette question-là. Mais à la réalité, mon point de vue dans cette affaire est de considérer que, 1, le discours est exprimé sur les supports. C'est les supports qu'il faut arrêter lorsque le discours s'exprime. 2, une fois qu'on a arrêté le support et qu'on a donc réduit, n'est-ce pas, la résonance du discours, on peut même adresser les haineux. Parce que le discours de haine est porté par des haineux. Et les haineux, eux, ils ne sont pas identifiables uniquement à travers leur discours. Bien au contraire. Ils sont plus identifiables à travers leurs actes qu'à travers leur discours. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a circonvenu les espaces dans lesquels les discours s'expriment, les supports de discours, les médias et autres, etc., une fois qu'on les a circonvenus, il devient plus facile d'analyser la haine telle qu'elle est exprimée en dehors du discours. Et donc, on adresse la question des haineux, qui est un statut. Parce que dans le discours de haine, on a inversé la perspective. On poursuit le discours et on laisse le haineux. Alors que le code pénal, par exemple,
Il y a un certain nombre de dispositions pénales qui condamnent la haine. Mais pourquoi est-ce que nous nous focalisons davantage sur le discours que sur les haineux? Effet de mode. C'est un effet de mode. Voilà. Un effet de mode, professeur, je vous propose de ne pas s'éloigner des prétoires. Au lendemain de la validation de la liste des candidats pour la présidentielle du 12 octobre 2025 par le Conseil constitutionnel, on a noté la circulation sur la toile des vidéos montrant des Camerounais détruisant leurs cartes. Sous quel signe peut-on comprendre cet acte? Est-ce la colère ou la défiance de la République? Alors, il y a toujours la question du fait matériel et celle du contexte dans lequel survient le fait matériel. C'est un peu la même chose que je viens d'indiquer tout à l'heure. Ça veut dire simplement que vous pouvez effectivement détruire votre carte d'identité, par exemple, votre passeport, etc. Tout cela est réprimé par les textes. Hein. C'est comme des gens qui viennent brûler de l'argent. N'est-ce pas, des billets de banque qui viennent brûler publiquement, etc. Bon, alors, les cartes d'électeurs sont également un document d'identification. Document d'identification. Alors, ça rend d'autant plus dérisoire l'acte que la carte d'électeur n'a pas le même statut que la carte d'identité. On est d'accord? Oui. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que nous consacrerions un moment d'échange autour de la destruction d'une carte d'électeur dans un contexte où elle peut se remplacer la carte d'électeur, n'est-ce pas? Dans un contexte où, à la limite, n'eût été la présence des médias, personne ne remarquerait même que cela est arrivé. Ça n'a aucune incidence, ni politique, ni administrative, ni institutionnelle particulière. Sauf que dans l'esprit des personnes qui ont fait ça, il y a un discours contestataire. Oui, c'est pour ça que je vous parle de contexte. Donc, quand vous mettez maintenant dans le contexte où il fait ça, il veut montrer qu'il est contre le système, au moins le système électoral tel qu'il est organisé, c'est son droit le plus absolu qu'il le fasse. Et il n'a qu'à le faire. Moi, je ne consacrerai pas une minute de commentaires sur ce genre d'acte. Parce que pour moi, c'est bilvesé. Ça n'a aucune incidence. Ça aura de l'incidence. Parce que finalement, dans la construction d'un problème social, il faut considérer son amplitude et le statut des personnes qui commettent l'acte. C'est ça le problème social. Oui. Lorsque c'est un individu qui fait quelque chose, ça ne mérite pas, sauf si cet individu est lui-même porteur d'une charge symbolique tellement importante, qui peut être également une charge, je veux dire, administrative ou politique. À partir de ce moment-là, on peut réfléchir. Si un responsable, un député, un sénateur pose un tel acte, vous comprenez, vous convenez avec moi que c'est un acte qui aura beaucoup plus d'importance que si un citoyen lambda... Ou 4000 citoyens. 4000 citoyens, c'est déjà assez important. C'est déjà assez important, mais à la limite, le droit adresse ces questions-là. Il y a le droit pénal, il y a le droit civil, il y a toutes sortes. Ces questions-là sont adressées. La responsabilité est personnelle, elle est incessible. Dès que vous avez posé un acte, vous êtes responsable personnellement de l'acte que vous avez posé. Donc, la personne qui fait ça, s'il y a des dispositifs normatifs de poursuite qui répriment cet acte-là, eh bien, elle est responsable, point. Mais cela ne va pas révolutionner le monde. Voilà un peu mon point de vue, voyez. Donc, je suis assez modeste. Je comprends très bien la résonance que les médias peuvent donner à ce genre d'actes. Et je respecte cela. Les médias ont leur façon, leur hygiène, leur, j'allais dire, architecture et construction des faits sociaux. Mais là, en l'occurrence,
Si vous ramenez ça au niveau de la sociologie ordinaire, franchement, le droit s'en occupe, il y a des juridictions pour ça. Professeur, au risque d'empiéter sur le temps imparti à l'émission, je vous remercie de votre disponibilité. Alain Patrick Fouda, bonne suite de l'émission. Merci Abdoul Kadir Ngoura pour votre passage sur le plateau central de la grande interview sur PRC TV. Professeur, vous suivez sans doute les concertations politiques menées au nom du chef de l'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongor. Alors, ce qui émerge de cette messe de la parole sociopolitique, eh bien, c'est le chorus en faveur d'une élection présidentielle pacifiée. Comment avez-vous décrypté l'idée même de mettre sur pied ces consultations, une idée qui me semble quasiment inédite sous le renouveau? Oui, et je suis d'accord avec vous. Elle est d'autant plus inédite qu'elle a surpris tout le monde. Hein? On peut considérer que sur le plan symbolique, c'est un coup politique extraordinaire. Oui. Puisque ça n'a vraiment jamais été fait. En tous les cas, pas de cette manière. C'est comme une sorte de réorganisation du dialogue. Grand dialogue national. Du grand dialogue national, vous l'avez dit. Et là, on peut quand même dire chapeau l'artiste. Maintenant, une fois qu'on l'a dit, il faut voir qu'est-ce qui est visé, quel est l'objectif qui est visé dans une telle organisation et quelle est l'interprétation. Alors, ce qui fait problème ici, c'est qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, une distance plus ou moins grande entre les objectifs qui sont visés et l'interprétation qui peut en être donnée. Et les interprétations qui peuvent en être données, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et c'est ça qui brouille un peu le regard, mais qui fait en même temps la séduction de la chose. Oui. Ah oui. C'est ce que je peux en dire. Hein. Parce que finalement, le président de la République prend une décision, élabore une procédure avec des mécanismes d'action dans le domaine qui est le sien. Moi, je ne commente pas ce genre. Pour moi, ça s'impose par la force de l'évidence. Ok. Alors, professeur, il y a 2 ministres qui sont des anciens membres du gouvernement et alliés qui sont qui étaient, ou alors qui sont toujours des responsables de partis qui, eux, étaient alliés à la majorité présidentielle, qui ont décidé de quitter le navire pour challenger le chef de l'État, président candidat à l'élection d'octobre prochain. Alors, le dénominateur commun avec ces 2 ministres, c'est qu'ils sont originaires du Grand Nord. Alors, pensez-vous, professeur, qu'une coalition entre ces 2 personnalités peut leur permettre de défier la machine RDPC dans les régions du Grand Nord? Alors, j'ai du mal à imaginer cela possible. La principale raison en étant que, sur le plan aussi bien quantitatif que qualitatif, et qu'on l'envisage du point de vue diachronique dans le temps long ou synchronique dans le temps court, le RDPC ne peut pas être battu de cette manière. Je ne dis pas que le RDPC est invincible. Je dis la manière que vous énoncez peut difficilement constituer, je dirais, une menace pour le RDPC. D'abord, parlons du temps. La coalition est extrêmement conjoncturelle. Elle arrive là, presque en pré-campagne électorale. Deuxièmement, elle est donc par opposition. Le RDPC est là depuis quand même plusieurs années. Oui. La coalition, elle arrive là de manière tout à fait opportuniste. Opportuniste
en termes de temps, la période, la séquence, au moment où ça se produit, opportuniste, en termes de personnes qui les portent. Ces personnes ont été des collaborateurs du chef d'État, du président de la République, l'un comme l'autre, pendant plusieurs années. Ces personnes-là connaissent mieux leur terrain électoral que n'importe quel autre challenger dans l'architecture électorale actuelle pour la présidentielle. Et donc on peut bien se rendre compte que si ce n'est pas par opportunisme, c'est de la bêtise politique. Parce que, bon, de quel poids politique peuvent-elles se prévaloir, ces personnalités, en dehors de la politique qui leur a été donnée, l'étoffe politique qui leur a été donnée par leur cooptation dans l'ordre gouvernemental au Cameroun. Ils ont été cooptés. Ayant été cooptés, même si l'un d'eux peut revendiquer, n'est-ce pas, une inscription dans la marche historique vers la démocratie, l'électeur lambda est un électeur rationnel. Il ne raisonne pas à partir, n'est-ce pas, de références historiques éthérées. Il raisonne à partir de ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Ça, l'électeur rationnel. Oui. Et l'électeur rationnel aujourd'hui peut attendre quoi de ces gens-là? Quelles promesses peuvent-ils faire en dehors de se situer à l'envers des imputations de reproches qu'ils font au RDPC? C'est-à-dire, ils peuvent dire, le RDPC est là depuis longtemps, il a montré ses limites, etc. Nous, on vous propose mieux. Un électeur rationnel va donc laisser la proie pour l'ombre. Il tient une proie. Et on lui dit, non, l'ombre là va vous apporter beaucoup plus que ce que vous tenez. Non. C'est pour cela que personnellement, je ne minimise pas ce qu'il représente dans la scène politique aujourd'hui. Je refuse de considérer que ce sont des ennemis ou des adversaires de poids pour mériter que l'on déploie toute la machine que constitue le RDPC contre eux, oui, dont je ne suis pas porteur d'ailleurs de la machine, dont je considère qu'il est inutile si ça ne participe pas un peu de la distraction démocratique, ça y ressemble. J'appelle distraction démocratique le fait que les ressorts institutionnels de la démocratie sont mis en place, etc. L'élection, avec tout cela comporte les institutions qui existent, etc., les procédures, les mécanismes, tout cela est mis en place. Et à côté de cela, il y a du bruit. Donc, OK. Distraction démocratique. Après le verdict du Conseil constitutionnel fixant le nombre de candidats à la présidentielle, certains dans l'opinion ont estimé qu'un candidat en particulier aurait dû être remis en cause malgré les reproches faits à son dossier. Alors, c'est ce même candidat qui a tenté de contourner la règle en invoquant le fameux mandat impératif. Pensez-vous qu'il soit judicieux de narguer des lois pour contenter la foi de quelques-uns? Écoutez, vous avez répondu à votre propre question. Je partage tout à fait ce point de vue. Et ceux qui me connaissent, qui savent que je participe à l'animation politique en matière de communication du RDPC. Vous le savez. Oui. Et donc, très tôt, j'ai commencé à expliquer aux communicants du RDPC ma position sur cette affaire en leur disant « Je suis étonné que certains réclament des aménagements exceptionnels, des exceptions juridiques donc, tout à fait, oui, pour un candidat qui lui-même est un juriste, constitutionnaliste. » Alors je suis étonné. Et donc mon point de vue n'a pas varié depuis. Pour moi,
c'était sans objet. La preuve, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je n'en dirai pas plus. D'accord, professeur. Alors, dernière question. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti puissant, avec une forte popularité dans toutes les régions du pays, parmi lesquelles les régions du Grand Nord. Pensez-vous que le président candidat reste et demeure tel une foudre divine qui soit capable de résonner politiquement très fort, autant dans les régions du Grand Nord que dans l'ensemble du territoire national? Non, ce serait un peu naïf de le faire. Ce serait vraiment la naïveté. Vous êtes en train de m'inviter à partager une forme de naïveté sociale. Non. Je ne pense pas que tout soit gagné à l'avance. Et ce serait d'ailleurs une erreur qu'aucun responsable du RDPC ne peut commettre aujourd'hui. Nous savons tous que la présidentielle est un engagement d'un homme vis-à-vis d'un peuple. C'est une rencontre solennelle. Et le peuple doit avoir des raisons profondes d'aller à la rencontre de cet homme. Et le peuple ne peut pas être pensé comme une machine fonctionnant sur la base d'un mécanisme dont le bouton actionnerait le principe de fonctionnement. Oui. Donc vous comprenez bien qu'on est en démocratie. Elle peut souffrir des mots que nous connaissons tous, cette démocratie-là, oui, qui sont des mots par essence même, qui relèvent de l'essence même de la démocratie, mais également des pratiques que nous pouvons avoir de cette démocratie. Ne négligeons pas l'un des adversaires ou l'ennemi politique le plus puissant que l'on puisse rencontrer dans la prochaine présidentielle, c'est l'abstention. Mesdames et messieurs, la grande interview continue. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC-TV, je reçois aujourd'hui le professeur des universités Laurent-Charles Boyomo Assala, sénateur, professeur. Parlons à présent de la communication politique du président de la République. Ces slogans ont évolué avec le temps, le choix du peuple, les grandes ambitions, les grandes réalisations, la force de l'expérience. Est-ce qu'il y aurait un dénominateur commun entre tous ces slogans, tout au moins une logique de sémiotique politique dans ce travail de sloganisation de la pensée présidentielle? Alors, le slogan est par nature un énoncé qui a pour objectif de mobiliser, d'appeler à l'action, d'encadrer, n'est-ce pas, d'encourager. Oui. Il est très difficile d'y mettre, n'est-ce pas, l'essentiel de la pensée de n'importe quel acteur social, a fortiori s'agissant du président de la République. Oui. La question est comment est-ce qu'on peut arriver à mobiliser, à frapper les esprits pour qu'il y ait une adhésion, parce que c'est l'adhésion qui est recherchée, l'adhésion du plus grand nombre. Lorsqu'on s'adresse à un plus grand nombre, on est obligé d'imaginer une cible presque théorique, n'est-ce pas? Oui. Et sur la base de laquelle on essaye de réduire le discours de manière à ce que cette cible-là soit affectée par ce qu'on lui dit. Donc, essayez de voir la correspondance entre la conjoncture politique et le slogan que l'on utilise
c'est en même temps sortir du cadre dans lequel le slogan s'énonce. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'au fond, lorsqu'il y a une situation très particulière, il y ait un slogan qui corresponde à cette situation très particulière. Mais il n'y a que l'auteur de celui qui recherche cela qui peut considérer que l'analyse qu'il fait de la situation actuelle peut donc s'exprimer derrière ce type de slogan qui doit donc énoncer de cette façon-ci. Sinon, au fond, c'est la société tout entière qui vous donne, n'est-ce pas, les occasions de pouvoir énoncer un certain nombre de slogans qui peuvent être plus ou moins liés à l'actualité. Comprenez? Oui. Pour ça, en 2018, la force de l'expérience avait connu un grand succès. Comment est-ce que... Oui, mais c'est que vous mettez cela dans le même registre. C'est-à-dire que les slogans doivent être qualifiés. Les slogans doivent être qualifiés. Et ce n'est pas simplement le fait de celui qui les énonce, qui les qualifie d'emblée. Il peut énoncer des slogans d'ordre politique, oui, des slogans d'ordre commercial, des slogans d'ordre social. Et dans le social, ça peut être la santé, le sport, etc. Et vous connaissez les mots-clés que le président de la République a. D'ailleurs, il est rentré dans l'histoire de la communication politique derrière précisément ce genre d'appel au peuple dont vous connaissez à peu près un certain nombre d'énoncés. Il y a eu un certain nombre de thèses qui ont été tenues précisément sur les discours présidentiels et les slogans qu'il énonce. Bon, maintenant, il y a effectivement des conjonctures qui peuvent justifier tel type de slogan politique, tel type de slogan économique, tel type de slogan, etc. Et à partir de ce moment-là, si on veut les analyser, on va les analyser par rapport à ces situations-là et non par rapport à l'auteur qui les énonce, parce que c'est lui, de toute façon, qui s'exprime derrière ces slogans. Si vous deviez choisir un mot-clé, oui, s'il vous était demandé de construire le slogan du président pour la prochaine élection, quel serait ce mot-clé? Alors, ce mot-clé serait l'expérience de l'action. L'action de l'expérience. L'expérience de l'action, l'action de l'expérience. Oui. Et je le justifie pourquoi? Parce que l'élection prochaine arrive dans un contexte où il y a une demande sociale de rajeunissement, n'est-ce pas, oui, du personnel politique, y compris à la tête de l'État. Vous êtes d'accord? Oui. Cette demande sociale ne s'est pas construite uniquement au Cameroun. Regardez le Sénégal, regardez, etc. Elle correspond à un courant d'agisme, c'est-à-dire une sorte de doctrine de l'âge, oui, qui touche pratiquement tous les pays aujourd'hui. On a donc le sentiment qu'il y a un conflit de génération qui s'est associé, qui s'est adossé, n'est-ce pas, à la revendication démographique liée au fait qu'il y a de plus en plus de jeunes dans le monde qui demandent également, effectivement, à gérer les affaires publiques, ce qui est légitime. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il y a un courant agiste qui traverse tous les pays du monde. Et en période électorale, l'agisme devient, n'est-ce pas, le contre-pouvoir, la contre-proposition communicationnelle. Ça veut dire que si vous voulez perdre une élection, commencez à dire « mais je suis quelqu'un de vieux dans l'affaire ». Alors que le terme « vieux » ici peut être juste allégorique, voire métaphorique. Mais dès que vous l'utilisez, vous dites « mais je suis quand même un vieux de la vieille ». On se dit « ah oui, ça, voilà des gens qui ne veulent pas que les jeunes accèdent à la chose publique ». Et ceci a beaucoup joué et joue beaucoup aujourd'hui dans l'inconscient politique des Camerounais.
Oui. Nous sommes d'accord. D'accord. C'est légitime, hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Sauf que nous avons un président qui est candidat, qui est porteur, n'est-ce pas, à la fois d'un actif politique extrêmement important. C'est-à-dire que si on doit faire un bilan comptable en distinguant le passif et l'actif, il est clair que l'actif est plus important que le passif. Si on ne s'en tient, par exemple, que à, j'allais dire, le niveau de l'endettement public au Cameroun, dans son rapport au budget, on va bien se rendre compte que nous n'avons pas atteint, par exemple, dans les critères de croissance élaborés par la CEMAC, par exemple, nous sommes en deçà. On dit qu'il faut que l'endettement affecte plus ou moins 70% du PIB en ce qui concerne la dette nationale, telle que fixée par les critères de convergence de la CEMAC. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes autour de 45-46% en ce qui concerne les critères de convergence. C'est l'un des points des critères de convergence, mais bon, c'est celui dont nous pouvons nous réclamer. Oui. Et donc nous disons qu'en matière de gestion, il y a une expérience claire dans un contexte extrêmement compliqué. Dans un contexte de CEMAC où il y a des déficits budgétaires partout. Si on ne prend que la CEMAC. Mais si on va au-delà, on va considérer qu'il y a des déficits budgétaires, pas dans tous les pays systématiquement, mais aujourd'hui, gouverner par les déficits ne fait même plus. Si vous regardez la dette publique américaine, la dette américaine, elle est énorme. Elle est énorme, interne comme externe. Elle est énorme. Donc à la limite, ça ne devrait pas constituer un problème. Que l'on nous dise que sur le plan économique, l'expérience n'a pas été avérée. Donc, voilà le slogan que je proposerais. Okay. À partir d'un argumentaire de type économique qui est souvent imputé comme l'échec majeur du renouveau par certains économistes. Dernière question, professeur. L'élection présidentielle, c'est dans quelques mois ou quelques semaines. Le chef de l'État est en course et il est dans son style en termes de communication, notamment sur les réseaux sociaux. On pourrait dire de lui qu'il tweete plus vite que son ombre ou alors autant que des battements de cils journaliers. Est-ce que, avec cette régularité sur Twitter, est-ce que le chef de l'État annonce la tendance? Est-ce que cette régularité fait de lui, au moins sur le terrain socio-numérique, un ultra favori pour l'élection à venir? Au moins en termes d'exposition, oui, déjà. Déjà uniquement en termes, si l'on prend que l'exposition, c'est déjà ça. Il y a combien de candidats concurrents Twitter? Concurrents Twitter, fait. Pour l'instant, difficile à dire. Difficile à dire, oui. Difficile à dire. Donc, rien qu'en termes de présence, il a déjà de l'avance sur ses adversaires. Ses adversaires. Voilà. Donc, voilà ce que j'en dirais. Merci, professeur, d'avoir répondu aux questions de PRC TV. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de la Grande Interview. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de la Grande Interview sur PRC TV. À bientôt.